attends-nous là. On revient tout de suite. Good morning, houseplants. La TSR voit net. Avec eSider.com et Word Online, partenaire du site tsr.ch. La Chrysler Petite Cruiser. 26 configurations des sièges, place pour 5 personnes, une foule de casiers de rangement et un compartiment de charge gigantesque. Un tel intérieur, c'est tout simplement génial. Vivez jour après jour le parcours fascinant de notre planète autour du Soleil pendant une année. Aussi féerique qu'instructif, tous sur orbite, le coffret de 4 vidéos en vente à la boutique TSR, téléphone 0848 828 818. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce vendredi 5 janvier. Un 8e militaire italien est mort. La crainte du syndrome des Balkans ne fait qu'empirer. Mais pour nos soldats, la Suisse se veut rassurante. Le docteur Shipman est peut-être un des plus grands criminels qui est paru. Il aurait empoisonné près de 300 patients en 24 ans de pratique. La saison est somptueuse en Valais. Ses congés de Noël et Nouvel An prennent fin ce week-end sur une note euphorique. En revanche, il faudra faire attention aux avalanches ces prochaines heures. Le danger est grand. Nous entendrons les conseils d'un spécialiste. Et puis demain, chaque famille pourra couronner son roi et sa reine. Nous évoquerons les traditions de l'épiphanie. Chaque jour qui passe renforce les craintes autour des milliers de soldats qui ont servi ou qui servent encore au Kosovo. Un 8e soldat italien est mort et si les causes restent mystérieuses, le fait est que la proportion de cancer n'est pas normale parmi les hommes qui ont été au Kosovo. La Suisse a ordonné un examen médical de nos troupes, on l'a révélé hier. Elle demande aujourd'hui des informations complémentaires à l'OTAN. Alain Rebeté. Nous devons souligner que le lien de causalité entre les maladies et la munition en question n'est pour l'instant pas clair et pas prouvé. La présence du chef de l'état-major, Hans-Ulrich Scherer, n'était pas un hasard à la conférence de presse de ce matin. Il s'agissait d'abord de rassurer. Non, la santé des soldats suisses au Kosovo n'a pas été mise en danger. Il s'agissait aussi de montrer que la Suisse ne veut pas minimiser et qu'elle suivra tous les développements de l'affaire. Ces Suisses n'ont pas de contact avec ces irradiations et pas avec la munition, n'est-ce pas? Alors le risque est vraiment très très petit. Si vous parlez en général, ce n'est pas prouvé que cette munition peut créer des leucémies. On est en train de faire des études, surtout en Amérique, mais aussi dans d'autres pays, de trouver si c'est le cas ou non. Contrairement à l'Italie ou à la France, il n'y a pas eu de cas de leucémie parmi les 900 soldats suisses engagés en Bosnie ou au Kosovo. Toutefois, une enquête sera menée à propos d'un décès survenu il y a 2 ans. En relation avec l'uranium, nous n'avons pas de cas, sauf celui où nous ne savons pas et nous ne pouvons pas prouver s'il y a une relation ou non, qui a été en Bosnie il y a 4 ans et qui est décédé il y a 2 ans d'une maladie grave, d'une maladie maligne, n'est-ce pas? D'un cancer. Oui, d'un cancer. Les soldats ne sont pas les seuls concernés. Il y a aussi la population civile et les humanitaires. À elle seule, la DDC a engagé 250 Suisses au Kosovo, mais dès qu'elle a entendu parler des armes à l'uranium en 1999, elle a demandé des enquêtes sur les risques. La réaction que la DDC a déjà commencé en 1999, nous sommes conscients depuis le premier moment. Et pour nous, c'est rien de nouveau maintenant. Et c'est peut-être la coïncidence que plusieurs pays ont demandé maintenant une enquête, respectivement des évaluations, que tout le monde en parle. Mais jusqu'à maintenant,
Pour nous, c'était connu et on a fait le nécessaire. En avril, une nouvelle enquête sur la nocivité de ces armes au Kosovo sera publiée par l'ONU. On saura alors si le ton rassurant adopté aujourd'hui par les autorités suisses était bien adapté. Les soldats français, italiens, britanniques semblent nettement plus concernés que les Suisses, puisque beaucoup d'entre eux ont dû s'attarder sur les points d'impact des bombes à l'uranium, là où le danger supposé était le plus réel. Il faut que l'OTAN dise la vérité, dit le président du Conseil italien. En Grande-Bretagne, d'autres appels dramatiques se font entendre, comme celui de ce militaire malade qui se sent abandonné. On va l'entendre dans ce reportage commenté par Olivier Kohler. Kevin Hodland est un vétéran de l'armée britannique. Aujourd'hui, il souffre d'un cancer, de fatigue chronique. Kevin Hodland a servi en Bosnie, engagé dans les blindés. Et il pense qu'il y a un lien certain entre son cancer et son exposition durant la guerre à des particules d'uranium appauvri. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été lâché par le gouvernement. Tout cela a dévasté ma famille. Ma maladie touche aussi les miens. Et j'ai peine à imaginer ce que je fais endurer à ma femme et mes enfants depuis des années. Ça doit être quelque chose d'horrible. Le cas de Kevin Hodland n'est pas isolé. La presse italienne invoque un syndrome des Balkans et l'inquiétude grandit en Italie depuis que 8 jeunes soldats engagés en Bosnie sont décédés, comme ce jeune homme de 24 ans, foudroyé par une leucémie. L'Italie a demandé des explications à l'OTAN et proposé un moratoire sur l'utilisation de ces armes. L'OTAN se réunira mardi prochain pour discuter des risques liés à l'usage de telles munitions. Mais pour l'instant, elle continue d'écarter tout risque de santé lié à leur utilisation. Ce n'est pas une arme illégale. C'est une arme très efficace, une arme parfaitement appropriée à ce type de mission. Et si des problèmes médicaux sérieux s'étaient déclarés, bien sûr, on aurait eu un regard différent. De notre point de vue, ces armes ne posent pas de problèmes médicaux. Kevin Hodland et sa famille ne partagent pas cet avis et cet ancien soldat de la paix en Bosnie redoute qu'il ne devienne le premier militaire britannique à succomber du syndrome des Balkans. Monique Sonnet, bonsoir. Bonsoir. Les Américains ont largué plus de 30 000 bombes à l'uranium appauvri au Kosovo. Ce soir, ils affirment avec beaucoup d'aplomb qu'il n'y a aucun risque possible. Est-ce qu'on peut les croire sur parole? Non, on ne peut pas les croire vraiment sur parole parce que la connaissance qu'on a de l'effet justement de la poudre d'uranium, parce que c'est ça le gros problème. Ce n'est pas le problème des gens qui manipulent les obus, c'est le problème des gens qui viennent décontaminer une fois que l'obus a servi et c'est mis en petites particules. Donc très précisément, l'obus avant l'usage n'est pas très dangereux. Une fois qu'il a explosé, il y a toute une poussière de particules qui s'en va partout, qu'on peut avaler aussi. Exactement. C'est justement quand on revient sur le champ de bataille une fois que le char a été touché et puis qu'on fait de la décontamination, on soulève les poussières d'uranium, on peut les ingérer, les inhaler et ça va se fixer dans les alvéoles pulmonaires, ça passe par le tractus gastro-intestinal et ça va jusqu'aux reins, jusqu'aux os et donc ça peut avoir vraiment un effet à terme sur la santé des soldats. Il était très important. Sur la santé des autres. Quand on vous entend, on se rend compte qu'il était très important de dire aux soldats, avant qu'ils aillent sur place, si possible, de ne pas s'approcher des points d'impact. Hier, nous avions un soldat suisse qui disait que lui n'avait pas été averti. Est-ce qu'en France, vous avez la même polémique sur l'information qui commence? Écoutez, l'enquête qui est en cours, l'enquête parlementaire, semble montrer que si le haut niveau du commandement connaissait une partie des problèmes, il ne semble pas que le commun du mortel ait été prévenu de ce qu'il fallait faire pour éviter de se contaminer. Madame Sonnet, vous l'avez dit, les premiers concernés, ce sont les populations civiles qui étaient là-bas sur place, beaucoup plus nombreuses encore que les militaires. On va voir de ce point de vue-là où en est la situation avec ce reportage de Françoise Weillamer. Lors des frappes de l'OTAN au printemps 1999, des dizaines de milliers de civils serbes et albanophones se trouvaient dans les régions visées par les tueurs de chars, à savoir les avions utilisant des munitions à uranium appauvri pour transpercer les blindages des tanks serbes. C'est justement de la santé de cette population que s'inquiètent les ONG regroupées au sein de l'ICS.
Je crois vraiment que la population locale est celle qui court le plus de danger, bien plus que les militaires italiens ou que nous, les travailleurs humanitaires. Une inquiétude partagée au plus haut niveau par Romano Prodi, le président de la Commission européenne. Il est normal de se préoccuper de nos soldats, mais il y a ici une région entière en déséquilibre écologique et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées. Pour l'instant, les autorités yougoslaves n'ont pas détecté une augmentation des cancers liés aux munitions à l'uranium appauvri, faute d'avoir pu mener des études comparatives sur l'ensemble de la population. Mais elles ont par contre isolé plusieurs zones contaminées dans le sud du pays. Ce qui inquiète de fait certains scientifiques, c'est l'impact des poussières d'uranium appauvri sur l'environnement, et cela à long terme. Des particules qu'on peut inhaler, mais qui contaminent aussi la terre et le sous-sol. La consommation de viande et de lait pourrait alors présenter certains risques. Au printemps prochain, l'ONU a d'ailleurs prévu d'enquêter sur les sites bombardés par l'OTAN, en Serbie et au Monténégro. Au Kosovo, la zone la plus touchée, la mission des Nations Unies prend aussi la question au sérieux, même si le leader kosovar Ibrahim Rugova parle, lui, de propagande. Il s'agit de propagande qui est entretenue par ceux qui étaient contre les frappes de l'OTAN et contre l'indépendance du Kosovo. Bernard Kouchner, l'administrateur de l'ONU, est plus prudent. Il a rencontré aujourd'hui des médecins pour discuter de l'état de santé de la population. Voilà, la polémique s'étend maintenant aux États-Unis également, malgré les dénégations du pouvoir militaire. Je vous recommande de rendre visite à notre site tsr.ch. Un ancien responsable du Pentagone à l'époque de la guerre du Golfe dénonce l'utilisation et les conséquences de l'uranium appauvri. C'est peut-être un des plus grands criminels de toute l'histoire qui est démasqué en Grande-Bretagne. Le docteur Shipman était un médecin de famille affectueux et attentionné, mais les bonbons qu'il offrait étaient empoisonnés et ses piqûres mortelles. Il aurait ainsi tué près de 300 personnes en 24 ans d'exercice de la médecine. Sébastien Faure. Ses patientes l'appelaient Fred et lui faisaient leurs confidences. L'année dernière, le docteur Harold Shipman a été condamné pour le meurtre de 15 d'entre elles. Toutes des femmes âgées qui n'ont subi aucune violence sexuelle et dont la mort ne rapportait rien au docteur. Au cours de son procès, aucun mobile particulier n'a jamais pu être établi et lui a toujours nié. Aujourd'hui, un rapport du gouvernement le classe au sommet de la criminalité contemporaine. Les experts ont simplement comparé le nombre de décès parmi ces patientes à celui de la moyenne régionale. Les différentes analyses produisent des chiffres variables de décès suspects dans sa clientèle. Le plus fiable est de 236. Le docteur de Hyde, c'est dans cette banlieue de Manchester qu'il exerçait. Un docteur apprécié, l'année de son arrestation, quelques 3000 patients étaient encore inscrits dans les fichiers de son cabinet. Aujourd'hui, bien sûr, la question se pose pour de très nombreuses familles qui ont perdu un parent alors qu'il était suivi par le docteur Shipman. De nouvelles exhumations seraient nécessaires pour vérifier la terrible statistique. Les autopsies pratiquées à l'époque avaient toutes révélé des doses massives d'héroïne, une drogue que le médecin stockait en quantité. Jamais le docteur Shipman n'a invoqué l'euthanasie pour se défendre. Une fois seulement, il a avoué sa volonté de contrôle sur la vie et la mort, sa conviction d'être supérieur. En Suisse, si vous prenez la route ce week-end, écoutez bien les informations du trafic. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de gens rentrent de vacances. Et en effet, les stations touristiques ont été très remplies pendant ces congés de Noël et Nouvel An. Le Valais affiche une santé touristique éblouissante. Le reportage d'Alexandre Beauchâtet. En Valais, comme dans toutes les stations des Alpes, le bilan touristique provisoire satisfait totalement les professionnels. Le manque de neige de la fin décembre pouvait inquiéter les responsables des stations, d'autant que le soleil était lui aussi régulièrement inscrit aux abonnés absents. Malgré la grisaille ambiante, les touristes ne se sont pourtant pas désistés. Les gens viennent dans une station d'hiver pour la neige, pour une ambiance hivernale, pour des sports d'hiver. Et dans le sport d'hiver, il y a le ski, ça c'est sûr. En Vrona, on a le thermalisme à la montagne, mais il faut toute une palette d'activités, surtout pour les familles. Au centre Thermalpes, on affiche aussi un large sourire. 7000 nuitées en un mois, c'est 1500 de mieux que l'année passée à la même période. De nos jours, les touristes ne se contentent plus uniquement de pistes de ski. Cette année, c'était vraiment exceptionnel. Même la première semaine de Noël, on a très bien travaillé. Normalement, c'est une semaine où il y a un petit peu moins de monde, mais cette année, c'était vraiment très bon. D'après la fréquentation, je pense que c'est la deuxième année. L'année d'avant était très bonne, l'année passée était mauvaise, cette année, elle est exceptionnelle.
De quoi nager dans un bonheur parfait, surtout que tous les responsables reconnaissent la réussite d'une saison d'hiver se dessine essentiellement durant les vacances de fin d'année. On ne rattrape pas 2 semaines qui seraient mauvaises à Noël. On ne peut pas dire, voilà, bon, s'il fait mauvais à Noël, les gens vont venir plus tard. Non, les gens ont leurs vacances à Noël. S'il fait beau, si on a des bonnes conditions à Noël, c'est une bonne partie de la saison d'hiver est réussie. Si c'est raté, l'hiver est compromis. Même son de cloche dans les grandes stations valaisannes, les vacanciers ont répondu présent. Depuis 2 semaines, tous les hôtels affichent complet. Contrairement aux premières craintes, les hôteliers ou les agences de location n'ont enregistré quasiment aucune annulation. La clientèle de Noël Nouvel An revienne. L'important, c'est sûr, s'il y a la neige, l'ambiance est différente. Mais ce n'est pas à cause de manque de neige que les clients ne viennent pas. Moi, je ne les constate pas. Il peut y avoir quelques petites défections, mais le client revient. Le client vient, neige ou pas neige, l'important c'est qu'il y ait de l'ambiance. Aujourd'hui, grâce à cet excellent début de saison et surtout avec la neige qui continue de tomber, les responsables des stations sont donc désormais assurés de vivre enfin une bonne année touristique. On voit que les pistes seront encore bondées demain et dimanche et les responsables de la sécurité sont très mobilisés. Charlie Vuillou, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un risque d'avalanche effectivement important ? Effectivement, actuellement, nous avons un risque d'avalanche marqué. Ce n'est pas parce que la couche de neige est relativement faible que le danger est plus faible. Vous avez constaté ces derniers temps des forts vents avec des transports de neige un peu de tous les côtés, du nord, maintenant du sud-ouest. Et on nous promet encore des vents relativement forts du nord, nord-ouest. Il y a eu des incidents heureusement sans gravité aujourd'hui. Quels conseils vous pouvez donner aux skieurs ? Eh bien, vous savez, en Valais, nous avons tellement de kilomètres de pistes, des centaines de kilomètres de pistes, avec la nature un petit peu maintenant sauvage, pas beaucoup de soleil, c'est temps. Donc je pense qu'il faut rester sur les pistes, ne pas sortir des pistes. Les couches extérieures aux pistes sont vraiment très peu stables et ne sont pas du tout consolidées jusqu'au sol. Charlie Vuillou, il faut conjurer le sort. On va finir sur une note positive. Et la vieille question, est-ce que vous êtes ski ou snowboard ? Je suis ski. Alors vous allez voir que le snowboard se porte également très bien, à tel point même que la fabrication artisanale va bon train. C'est un reportage de Jacques-André Schneider. Ça fait depuis 83 que je fabrique des snowboards. Et c'est sûr que c'était le premier snowboard, le premier que je l'ai fait, c'était aussi la première fois que j'en pratiquais. Donc c'est certain qu'en 83, il n'y en avait pas beaucoup sur les pistes. Les rares initiés qui, au hasard des pistes, en avaient croisé ou chaussé, les avaient appelés surf des neiges. C'était sur les pentes de Villars que j'ai pratiqué la première fois donc, nos snowboards. Et c'est sûr qu'à la première descente, ils se sont cassés. Daniel Waldman, des planches, il en fabriquera bien d'autres. Le bois n'aura bientôt plus de secret pour lui. Pour cela, il deviendra même ébéniste. Je suis profondément impliqué dans la connaissance des bois. Et c'est pour ça que je mets un point assez sensible. Ça veut dire, la répartition de souplesse. Et puis, dû à ça, on arrive à avoir un snowboard qui est beaucoup plus explosif et puis une meilleure accroche sur neige dure. Les banques ont joué le jeu. 18 ans après son premier surf, Daniel Waldman est cette fois aux commandes d'une petite usine dans la région d'Aigle. Chaque planche, c'est 1h30 de travail et l'objectif, c'est 700 pièces d'ici la fin de la saison. C'est 900 francs. Un prix qui se situe dans la moyenne supérieure, mais comment chiffrer le bonheur de glisser ? Si vous faites